Cette présentation s'intitule « Rust à la rescousse des performances de JavaScript ». Et en fait, c'est l'histoire d'un petit site que j'ai fait qui s'appelle Mapposaic. Je vais d'abord vous faire une petite démo du site, en quoi il consiste. Faire un petit zoom sur l'algorithme qui est utilisé et troisième partie sur comment je vais optimiser les perfs du site avec Rust. Donc mapposaic.com, en fait, c'est un site qui transforme une carte en une mosaïque de couleurs. Donc là, c'est un zoom sur Lyon, parce que mon dernier talk était à Lyon. Mais si je nous mets sur Paris, bon, on va y aller à la main. Ah voilà, c'est bon. Donc là, on est au cœur du 2e arrondissement. On peut sélectionner des palettes de couleurs. Donc par exemple, là, je vais dire que la scène est aux couleurs de Human Talk. Donc voilà, c'est un site dont le but est purement esthétique. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme fonctionnalité? On peut changer un peu le fond de carte. Et puis on peut aussi, une fois qu'on est content de sa petite peinture, uploader l'image dans une galerie et ensuite voir toutes les images qui ont été ajoutées par d'autres utilisateurs. Donc vous voyez qu'on peut faire des trucs assez variés. Comment ça marche? En fait, c'est une architecture qui est 100% front-end. Donc en fait, on part... Donc je vais partir en haut à gauche d'un composant que j'ai appelé Mapbox parce que c'est la librairie de Carto que j'ai utilisée. Donc c'est une librairie que je recommande parce qu'elle est hyper bien typée, facile à utiliser, il y a une doc qui est super. Il y a même un studio dans lequel en fait on peut customiser, personnaliser ses fonds de carte. Donc moi j'ai pu faire un fond de carte assez basique avec juste des routes et le reste en noir. Et j'ai une méthode qui m'est exposée, onRender, dès que l'utilisateur scrolle la carte par exemple, qui me permet en fait, de récupérer les pixels de l'image. Donc en fait ça, je me base sur un contexte WebGL qu'expose la carte avec la méthode readPixels. Et une fois que je récupère ces pixels, je les donne à un web worker. Donc pourquoi un web worker? Parce que c'est lui qui va en fait se charger de calculer les pixels ensuite que je vais colorer. Donc pourquoi un web worker? Parce que ça me permet de ne pas bloquer les interactions de l'utilisateur. Parce que en fait, la priorité va être donnée aux interactions de l'utilisateur et les calculs en fait, vont se faire un peu en tâche de fond. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend un array d'entiers, qui sont les pixels. Il utilise un algorithme de remplissage et il sort un array de pixels. Et ensuite, moi j'ai en superposition dans mon DOM un canevas, un autre canevas avec un autre contexte. Et j'utilise la méthode setPixel, plutôt putImageData pour remplir avec les pixels calculés. Et donc la partie Rust intervient à ce niveau-là, où en fait au début j'avais écrit l'algorithme en JS, puis je l'ai amélioré en utilisant du Rust. Alors un petit zoom sur l'algorithme de remplissage par diffusion. Donc c'est assez basique en fait. Le but c'est d'identifier des zones de la carte. Donc là en fait il va y avoir 3 zones parce qu'il y a une route au milieu. Et en fait c'est pas très compliqué. On itère, en fait c'est un peu brutal, on itère sur tous les pixels de la carte. Et donc là par exemple pour le premier, je vais dire que le pixel est n'est pas de la même couleur que lui, donc je l'ignore. Et par contre je mets tous les autres pixels dans une stack et ça me permet en fait d'aller récupérer toute la première zone. Je vais dire ensuite qu'elle est... à chaque fois que je rencontre un pixel, je le garde en mémoire, dans une sorte de set. Et puis voilà, et j'itère comme ça pour découper toutes mes zones. Quand j'arrive sur une zone, en fait, je remplis au fur et à mesure mon array, ma liste de pixels de sortie en disant, à cette position, j'ai un pixel qui a cette couleur. Donc la couleur, ça se manifeste par un entier 3 entiers entre 0 et 255. Donc là, c'est cool parce que ça marche bien. Par contre, le temps d'attente, en fait, il est vraiment linéaire en fonction du nombre de pixels. Donc si par exemple, j'ai un écran, mettons Retina, avec 1 million de pixels CSS, en fait, il y a une petite conversion à faire pour avoir le nombre de pixels hardware. Donc quand on a un écran Retina, par exemple, en fait, on multiplie par 4.
Si on a des écrans avec une moins bonne résolution, on va avoir 1 pour 1 par exemple. En gros, j'attendais 4 secondes pour avoir un rendu, ce qui est quand même un peu long. Du coup, en fait, je me suis lancé dans Rust, où l'idée c'était de compiler cet algo écrit en JS en WebAssembly. Parce que le WebAssembly, c'est du code binaire qui est supporté par la plupart des navigateurs et du coup qui permet d'optimiser ce genre de calcul voilà, qui n'a rien à voir avec de l'interface, du rendu de DOM. Et en fait, j'étais hyper content de tester ça parce qu'il y a un coût d'entrée qui est assez faible, parce qu'il y a des tutos qui sont bien faits. Il y a une bonne expérience de développement, il y a un linter qui permet de voir, dès qu'on fait une erreur, en fait, on a du rouge et puis le but c'est d'enlever le rouge. Donc voilà, après WebAssembly, du code binaire efficace et bien supporté par les navigateurs. Donc oui, Rust c'est un langage en gros. Donc voilà à quoi ressemble ce langage. Donc là j'ai mis une petite fonction paintCurrentArea. Donc en fait on passe souvent des références à des variables, donc là c'est ce que veut dire ce petit éberluette ici. Donc voilà, c'est fortement typé, mais ce qui permet de voir si on fait des erreurs, si on passe des trucs qui ne sont pas compatibles. Mais sinon c'est un langage comme les autres, il y a une syntaxe un peu marrante sur certains trucs, mais sinon ça ressemble à d'autres langages. Voilà par exemple un petit exemple sur une boucle while. Et en fait l'intégration aussi dans son code, dans sa web app, elle est facilitée grâce à une librairie qui s'appelle Wasm Bindgen et qui permet en fait de générer tous ces fichiers. Donc là en fait une fois que j'ai écrit mon code en Rust, donc là les deux fichiers par exemple lib.rs et utils.rs, en fait je vais avoir tout ça qui va être généré automatiquement. Donc un package.json, le code en JS, des types pour TypeScript et le code compilé en Wasm. Donc là c'est un schéma qu'ils mettent sur leur doc qui n'est pas forcément hyper clair, mais voilà, à la fin on peut importer facilement Wasm et on est typé. Et comment on l'importe dans le code? Oui, voilà, on le déclare en tant que librairie dans le package.json, mapconverter. C'est un lien vers ce repo-là. Exemple de fichier, donc si je mets le tag wasm.bindgen dans mon code Rust, ça va permettre de l'exposer au JS. Donc là, par exemple, j'ai une fonction convertPixel, un type size. Qu'est-ce que je vais retrouver dans mon fichier généré de TypeScript? La fonction qui est bien typée avec son entrée, ses arguments d'entrée, son argument de sortie, ma classe size aussi qui est typée TypeScript. Et ensuite dans mon code JavaScript, j'importe le module avec un import classique, de manière asynchrone. Ouais. Et j'appelle la fonction ensuite qui est définie. Donc c'est assez simple. Et en plus, un autre truc cool, c'est qu'il y a une super communauté sur Rust. Donc moi, j'avais un petit problème une fois que j'avais pondu le code en Rust. En fait, c'était beaucoup plus lent qu'en JavaScript. C'était 2 fois plus lent. Et du coup, j'ai posté ce message sur Reddit en disant programme twice slower than JavaScript, where are my mistakes? Et en fait, j'ai eu 2 réponses qui m'ont vachement aidé. Et en gros, l'idée, c'est que pour stocker les pixels que j'avais rencontrés, je les mettais dans une hash map. Et en fait, ça, c'était pas très efficace parce que sachant que j'allais visiter tous les pixels, en fait, je pouvais très bien utiliser une liste d'entiers de 0 à n que j'initialise au début, où n est le nombre de pixels, et qui me permettait de dire s'il y a un 0 ou un 1 à telle case si je l'ai visité. Donc voilà, c'est ce que j'ai représenté là. Au lieu d'avoir visited qui est un h7 et de regarder si un pixel a été visité avec une sorte de has, en fait, j'instanciais un tableau et puis après j'utilisais une sorte de bit field pour voir si le pixel était ou pas, le bit était à 0 ou à 1.
Donc en fait, en conclusion, j'ai un site qui se charge en fait 4 fois plus vite. Donc là, mettons qu'avant, pour 4 millions de pixels, je chargeais en 4 secondes. En fait, cette amélioration sur le type, je l'ai transposé en JavaScript, j'ai fait x2 en perf. Et le WebAssembly fait x2 par rapport au JavaScript. Donc je suis passé de 4 secondes à 1 seconde. Donc c'est déjà cool. Mais par contre, c'est pas non plus gagner-gagner parce que si je veux imprimer un super grand poster, alors je crois que j'ai un lien ici. Bon non, c'est pas si long. Si je fais comme ça, ah voilà. Oula, on va attendre longtemps là. Donc là, je fais un petit trick pour essayer de télécharger une carte très grande et de la resizer après à la taille de l'écran. Et là, il calcule, donc là, il en a encore pour, voilà, il a mis à peu près 12 secondes, mais j'ai un truc très précis. Mais donc, je ne suis pas encore non plus, hyper satisfait. Donc voilà. Donc petite conclusion, donc Rust, c'est super facile à prendre en main et ça m'a permis d'avoir des améliorations, donc je suis très content. Et comment aller plus loin? Je pourrais peut-être travailler avec des vecteurs pour faire des agrandissements au lieu de... Et donc ça demanderait notamment de lisser les bordures pour ne pas avoir trop de crénelage. Donc ça, c'est une piste d'amélioration que j'ai. Et sinon, utiliser un algorithme qui se base plutôt sur les vecteurs des différentes couches. Donc par exemple, plutôt que d'avoir en fait un truc bête et méchant qui va tout scanner. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette retour d'expérience sur Rust et sur WebAssembly. J'ai une petite question par rapport à l'expérience développeur, tu dis qu'elle était très bien. Je me demande comment ça fonctionne en situation réelle entre le moment où tu sauvegardes ton code Rust et le moment où ça se recharge dans ton navigateur, les temps de compilation, de transformation, etc. Ça se passe comment? Il faut lancer une commande dans ton terminal, wasm bindgen, là, qui va rebuilder les fichiers que j'ai montrés. Et après normalement, enfin, je pense pas que tu aies de hot reload, mais si tu recharges, tu as les changements. Après, c'est pas forcément un truc que tu... Enfin, moi, je faisais pas un truc en temps réel, tu vois, c'est pas comme si tu faisais du CSS, tu vas regarder directement le changement dans ton navigateur. Là, j'ai plus pris du temps pour écrire et le code et ensuite... Voilà. Tu as tes tests Rust qui tournent, il faut que tu sais qu'ils sont bons, ça va marcher a priori côté JavaScript aussi. Parce que ouais, voilà, c'est ça. Merci. Il y a des questions sur le web worker. Ouais. Du coup, tu dis en entrée, tu prends tes pixels, en sortie, tu renvoies les pixels. Est-ce que tu pourrais envoyer des événements intermédiaires pour avoir un pourcentage de progrès ou des choses comme ça? Ouais, je pense que ouais, tu peux. Tu peux parce que en gros, ça fonctionne par système de messages. Et du coup, tu peux écouter des événements et du coup, il pourrait m'en envoyer. Ouais. C'est vrai que là, le temps que je mets, c'est du temps prédictif en fait. Parce que comme je sais que c'est linéaire, en fait, c'est vraiment ouais, enfin voilà. Mais oui, je pourrais avoir des messages du worker qui me dit voilà, j'ai scanné 50% des pixels. Est-ce que tu as regardé d'autres langages pour faire du WebAssembly? J'avoue, moi, avoir essayé de faire du Rust, avoir fait le tuto Game of Life en Rust, c'est très sympa. Backgen, je trouve ça vraiment cool. Hein. Mais dès que tu veux faire des trucs un peu plus costauds et que tu dois comprendre les erreurs du compile, tout ce qui est brower, très dynamique, ce genre de choses, tu n'as peut-être pas eu besoin là. Je trouvais que c'était pas si facile à prendre en main que ça. Non, j'ai pas regardé d'autres langages. J'ai essayé d'écrire du WebAssembly directement. C'était un peu difficile. Non, parce que qu'est-ce qu'il y a d'autre comme langage Il y a AssemblyScript, ouais. Où en gros c'est du TypeScript un peu modifié, enfin moi perso j'aime beaucoup, où tu peux, en gros t'as pas les limitations de TypeScript, tu peux faire des multi, des trucs comme ça là, des opérateurs logiques. Et puis sinon tu peux faire du Go, tu peux faire, si tu es courageux, je pense que tu peux faire du C, du C++, maintenant tu peux faire du Kotlin, enfin il y a plein de trucs. Du Razor aussi.